Bienvenue à tous si vous nous rejoignez pour ce nouveau numéro de décryptage de l'actualité au Gabon sur Niwod Info. Au lendemain d'un coup d'État ayant renversé le président Ali Bongo Ondimba, nous vous proposons de partir à la découverte du nouvel homme fort du pays, le général Brice Oligui Nguema, ce commandant de la garde présidentielle gabonaise qui a sous son commandement une force de quelques 25 000 hommes bien équipés et entraînés. Suite au coup d'État du 30 août, il a été nommé président de la transition. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Vous êtes éditorialiste. Merci. Bonsoir Charlotte. Après donc ce coup d'État au Gabon, les militaires ont mis en place une équipe pour assurer une transition politique. Mais que a-t-il se passer durant cette phase de transition pour un retour à l'ordre? On ne sait pas encore puisque on va d'abord écouter le président de la transition puisqu'il vient juste d'être nommé président de la transition de façon officielle. J'ai Par dit les officielle militaires. puisque on l'attendait. Mais maintenant, c'est à lui et les autres généraux dont il parle, c'est à eux de nous dire qu'est-ce qu'ils mettent dans le mot transition. Et pour C'est quelle durée? c'est ce que j'appelle qu'est-ce qu'ils mettent dans le mot transition. Parce que ce qui se passe au Gabon ne peut pas être comparé à ce qui se passe ailleurs. C'est vrai qu'il y a un coup d'État militaire, c'est un coup d'État militaire, Justement, pourquoi il ne peut pas y avoir totalement comparaison? mais il ne peut pas y avoir une comparaison de façon totale. Au Burkina, ce n'est pas les militaires qui ont pris le pouvoir. Je dis au Burkina, au Mali. C'est les populations qui ont pris presque le pouvoir. Les militaires sont venus tout simplement cueillir un fruit qui était mûr. Il y a une différence à ce niveau. Au Burkina, on a eu un coup d'État pendant que Ibeka était encore, je dis Ibeka, pendant que Roch-Marc Christian Kaboré Kaboré. était encore là, il venait d'être élu, des élections quand même que les opposants eux-mêmes n'ont pas véritablement contesté. On ne peut pas parler de fraude électorale, de coup d'État électoral comme on le fait habituellement. Le cas de la Guinée est un cas complètement à part puisque Condé avait comment il s'appelle encore, forcé pour pouvoir rester au pouvoir avec un troisième mandat. Ben, quand vous regardez, le Gabon ressemble plus à la Guinée qu'au Mali et Et au Burkina au Faso. Burkina, tout comme au Niger, puisque vous avez ici un élément supplémentaire qui est un élément sécuritaire qui pour le moment ne se pose pas au niveau du Gabon. Donc quand on regarde, c'est plus le cas guinéen. Bon, pour le cas guinéen, on a donné à Condé le temps de gagner les élections, de prendre le pouvoir. Le coup d'État est venu après. Ici, on a juste attendu la publication des résultats pour pouvoir faire un coup d'État. Et justement, et suite à ce coup d'État, une transition mise en place et désormais dirigée par le patron de la garde républicaine, le général Brice Oligui Nguema. Lui, c'est un homme aussi bien connu du circuit présidentiel au Gabon. Oui, c'est ce qu'on pourrait appeler un homme du sérail, puisque tout le monde sait que le président Ali Bongo a pris la place de son père après son décès en En 2009. 2009. Et Brice était déjà dans l'équipe qui était au niveau de la garde présidentielle en tant qu'aide de camp avec le défunt président Omar Bongo. Mais ça veut dire que le monsieur a grandi dans le système. Puisque quand on parle de Omar Bongo, c'est quand même il y a fort longtemps. Il a grandi dans le système, il est resté dans le système. C'est vrai qu'il y a eu une brouille à un certain moment entre lui Et et le fils. président Ali, bon, l'ex-président, puisqu'ils l'ont démis de ses fonctions, ils l'ont mis à la retraite. Mais malgré la brouille, après son AVC, après la tentative de coup d'État, on a fait à nouveau recours à lui, il est revenu au Gabon. Et cette fois, il s'est retrouvé comme étant carrément le responsable de la garde présidentielle. Donc, on peut parfaitement dire que c'est un homme du sérail, c'est un homme du système, c'est un homme du pouvoir, puisque partout où il a été, il est clair que c'est quelqu'un qui était dans le système. On peut presque être tenté de dire que c'est un pur produit du système, en tout cas du régime à Bongo. Et de par les rapports très proches avec l'ex-famille au pouvoir et voire même sur le plan familial, il serait un cousin du désormais ex-président du Gabon. Est-ce pour autant, après ce coup d'État, dire que le Gabon, les Gabonais ont définitivement coupé véritablement avec le clan Bongo? C'est trop tôt pour le dire. C'est ce que je disais, on vient juste d'avoir un coup d'État. Qu'est-ce qui va se passer? Il faut attendre d'abord qu'il parle, parce que ça, c'est la première chose.
quand ils parlent, on a une idée sur là où ils veulent aller. Mais il va falloir surtout qu'ils agissent. C'est quand ils vont agir qu'on va savoir qu'est-ce qui va se passer. A priori, on peut dire que c'est comme s'ils veulent divorcer avec le camp Bongo. En tout cas, quand les Gabonais ont été interrogés après, généralement, la première chose que chacun disait, c'est que toutes ces années avec les Bongo, ça suffit. Donc, s'ils doivent écouter les populations gabonaises, comme ils l'ont dit eux-mêmes, ils ont tourné la page. Maintenant, c'est après qu'on va voir s'ils ont tourné la page. Il y a quand même quelques éléments indicateurs. Quand vous regardez le nom des personnes qui ont été citées par les militaires qui sont arrivés au pouvoir, qui ont été arrêtés, qu'on accuse de haute trahison, qu'on veut poursuivre en principe au niveau de la justice, c'est un peu le système Bongo. Est-ce qu'ils vont aller jusqu'au bout? Ou bien est-ce que c'est une façon de dire nous sommes là, on va vous montrer que nous allons tourner la page. Et puis après, il ne se passe absolument rien, puisqu'on a vu ces cas. Vous avez le président soudanais Omar el-Béchir qui a été démis de ses fonctions par ce qu'on peut appeler également un coup d'état militaire. Mais finalement, on a organisé un jugement, il a été condamné, mais quand on regarde les choses, comment ça s'est passé, il a pris sa retraite en quelque sorte tout simplement. Est-ce que c'est ce qui va être fait? Ou bien est-ce qu'effectivement on va donner à la justice la possibilité de poursuivre à charge tout comme à décharge, parce qu'il ne faut pas quand même qu'on se mette rapidement à dire ils sont coupables, pour que ceux qui sont coupables soient sanctionnés conformément à la justice, sans qu'ils ne soient sanctionnés parce qu'ils sont du Bongo ou bien parce qu'ils faisaient partie du pouvoir, mais sanctionnés parce qu'effectivement la justice a trouvé de quoi les sanctionner. C'est à partir de ce moment qu'on pourra dire que la page est tournée. N'oublions pas également que quand on dit Bongo, Bongo c'est un système. Ce n'est pas seulement ceux qui portent le nom de famille Bongo. Et c'est la raison pour laquelle lui-même, il fait partie de ce système. Même s'il ne porte pas le nom Bongo, même s'il est un cousin, il y a d'autres qui ne seront ni cousins, qui ne porteront pas le nom Bongo, mais que tout le monde va reconnaître comme étant des gens qui font totalement partie du système. Donc attendons effectivement de voir. Justement, tout comme d'autres membres de ce système-là, des médias internationaux donc disent du général Nguessan qu'il est aussi soupçonné d'enrichissement illicite des biens mal acquis, par exemple, aux États-Unis. Oui, c'est curieux parce que ce qui est intéressant, c'est que c'est sorti avant le coup d'État. Je crois qu'il faut bien clarifier cette affaire-là pour qu'on n'ait pas l'impression que parce qu'il y a eu le coup d'État, les gens essayent de le salir. Non. Il y a des documents le concernant qui existent déjà avec des structures qui luttent contre l'enrichissement illicite, les détournements de deniers publics, qui le citaient de façon extrêmement claire par rapport à des acquisitions au niveau des États-Unis. Et ça, c'était avant le coup d'État. Maintenant, bien sûr, avec le coup d'État, les gens ont fait ressortir cet élément-là. Vous avez par exemple le projet de signalement du crime organisé et de la corruption, qui effectivement, en 2020, nous sommes en 2023, en 2020, posait le problème de ces acquisitions. Dont l'une dont on parle le plus, où il a acquis d'un seul coup une maison qu'il a payée cash à peu près 223 millions de francs CFA quand on essaie de convertir les dollars en francs CFA. Mais ça pose un problème. Il est autant riche. Pour moi, ce n'est pas un défaut. Il ne faut pas que toute personne qui a des moyens qu'on veuille considérer immédiatement que la personne les a acquis de façon malhonnête, mais qu'il montre clairement qu'il a acquis ses biens de façon honnête. S'il le fait, il n'y a pas à se plaindre. Il a le droit d'avoir une maison aux États-Unis, en France, en Belgique, là où il veut. Ce qui est important, c'est que l'acquisition, les biens qui ont permis d'acquérir cette maison, soient des biens qu'il a acquis de façon licite à partir de ce moment. Qu'il soit riche, ça ne regarde personne. Maintenant, si c'est sur la base de privilèges indus, sur la base de détournements, comme ces documents-là le disent qu'il l'a acquis, ben, lui qui dit actuellement qu'il faut revoir le Gabon, mais il risque de ne pas être très bien placé pour revoir les problèmes du Gabon, parce que parmi les problèmes du Gabon, à coup sûr, il y a les détournements, il y a la corruption. Avant ce coup d'État, les Gabonais venaient de voter lors d'une élection présidentielle et législative, élection qui était entachée d'irrégularités. Les résultats ont été de la réélection du président Ali Bongo ont été annulés par le CTRI, mais Mamadou Diouf, selon vos analyses, est-ce que l'opposant au SA aurait-il pu réellement gagner ces élections-là face à Bongo? Les Gabonais pensent qu'il a gagné, pas aurait. Quand vous écoutez la réaction de certains Gabonais, ils considèrent qu'il a gagné
les élections. Je n'ai pas un élément me permettant de le dire. Rappelez-vous qu'avant les élections, je disais ici, il n'a qu'à faire un effort pour avoir des représentants dans tous les bureaux de vote, pour avoir au moins la copie des procès-verbaux, pour pouvoir publier lui-même des résultats. Après, bien sûr, la publication du centre gabonais des élections, puisqu'on demandait de ne pas publier avant. Mais quand le centre a publié, on a le droit, comme on le fait en droit, quand on fait une expertise, vous n'êtes pas d'accord, vous réclamez une contre-expertise. Vous avez des documents vous permettant de le dire. Beaucoup de Gabonais pensent qu'il a gagné les élections. Et c'est dans ça qu'ils trouvent la justification, l'Internet qu'on a coupé, les médias français qui ont été coupés, le couvre-feu, tout ça, l'heure même à laquelle on a proclamé les résultats, tout ça, c'était pour jouer un tour pour que, dès la proclamation, qu'on ne se retrouve pas avec ce qui s'était passé quand c'était M. Ping qui avait été choisi par l'opposition contre le même Ali Bongo et les violences qui avaient suivi. Donc ces gens-là considèrent que c'est lui qui a gagné, mais ça ne suffit pas. Il faut pouvoir le montrer de façon concrète. Et en ce moment, le cas gabonais devient un cas intéressant. Il devient un cas intéressant dans la mesure où, puisque tous les militaires nous disent que nous ne sommes pas venus pour le pouvoir, nous ne sommes pas venus pour nous éterniser au pouvoir. Ceux-là ont dit dans leur première déclaration que ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait pour le peuple gabonais. C'est eux-mêmes qui l'ont dit. Mais si le peuple gabonais a choisi, ils n'ont qu'à respecter le choix du peuple gabonais. Ça sera la preuve qu'ils l'ont fait pour le peuple gabonais. Et en ce moment, ce n'est pas difficile. Ils ont annulé il ne fallait pas annuler les élections, il faut annuler les résultats. Faire recompter les voix, ils sont heureusement pas nombreux, ça peut se faire très rapidement, et publier le vrai résultat pour qu'on sache ces élections qui ont été organisées à coût de je ne sais combien de centaines de millions, qu'on sache qui a gagné. À ce moment, on peut aller déjà vers un autre Gabon sur la base des populations elles-mêmes. Parce qu'il faut arrêter aussi de faire un coup d'État d'abord et de dire qu'on l'a fait au nom des populations. Ici, de façon claire, les populations sont allées dans les urnes, qu'on respecte ce que les populations ont mis dans les urnes. Au Gabon, pendant plus de 55 ans, l'opposition a peiné à décrocher une alternance face à un PDG. Avec l'arrivée des militaires au pouvoir, quel avenir pour cette opposition gabonaise? Ça dépendra de l'orientation que les militaires vont prendre. On parle de rencontres, de discussions entre ceux qui ont pris le pouvoir et l'alternance 2023, puisque c'est eux qui avaient porté la candidature de M. Ondo. On parle de rencontres. C'est pourquoi j'ai dit c'est très tôt. Ils vont se rencontrer. Qu'est-ce qu'ils vont se dire? Sur quoi ils vont s'entendre? C'est à partir de ce moment qu'on va savoir qu'est-ce qui sera fait. Est-ce qu'on va retrouver les cas qu'on a vus dans les autres coups d'État militaires, où on a mis les politiques de côté en considérant que ce sont des incapables, ce sont eux qui sont responsables de tous les malheurs de nos pays, ce qui n'est pas totalement vrai? Ou bien est-ce qu'eux, ils vont aller vers ce qu'on considère comme une véritable transition, c'est-à-dire dire nous avons pris le pouvoir. Moi, je leur dis rendez le verdict des urnes. S'ils ne le font pas, l'autre manière de faire, c'est de faire une vraie transition. C'est-à-dire on a fait un coup d'État. L'objectif, c'est de faire en sorte que le Gabon soit sur de très bons rails, mais ce n'est pas à eux de le faire, c'est à tous les Gabonais de le faire sans exclusion. Et en ce moment, il va falloir appeler tous les Gabonais, y compris bien sûr l'opposition, pour se rencontrer et voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Et pas prendre les décisions d'abord et puis dire aux gens, venez, on va se concerter, comme on l'a vu plusieurs fois dans ces coups d'État militaires où on a essayé de rouler les gens dans la farine. C'est là-bas où on doit prendre la décision. Et les assises doivent être des assises souveraines. C'est-à-dire ce sont les assises qui prennent la décision, pas celui qui est président de la transition. Justement, en évoquant l'avenir du Gabon, vous le disiez, le général Brice Oligui Nguema est un homme du système Bongo. Mais pourra-t-il incarner le changement voulu par les Gabonais, un changement politique et social dans le pays? Ça va être extrêmement difficile pour lui, puisque déjà les gens le soupçonnent. Les gens soupçonnent un coup d'État à la soudanaise. J'avais dit ici que quand on a fait le coup d'État contre Béchir, ceux qui ont fait le coup d'État contre Béchir, c'est ceux qui étaient ses plus proches collaborateurs. Et on a vu ce qui s'est passé, on a continué le système. Ici, est-ce que ce sera la situation? On est obligé d'attendre un peu pour savoir. On peut se dire également qu'attends, les gens se sont peut-être rendus compte à un certain moment que le système Bongo ne peut plus continuer tel qu'il était. Il faut lui donner du sang neuf, il faut le recommencer, il faut le présenter avec un autre visage. Donc on fait un coup à l'intérieur du palais, comme on le dit, une révolution de palais, mais au bout de quelque temps, on remet chacun à sa place et puis bon,
on fait comme si de rien n'était, on fait du Bongo sans Ali Bongo, tout simplement. Mais tout ça, on ne peut pas juger tout de suite. Ce qui est sûr, c'est que l'œil des Gabonais sera sur cette personne. Puisqu'au départ, il y a l'euphorie. Les gens se sont sentis libérés, soulagés d'un régime qu'ils ont combattu pendant pratiquement un demi-siècle sans pouvoir faire grand-chose contre ce régime-là. Mais après, les gens vont revenir à la raison. Et quand les gens vont revenir à la raison, les gens vont être regardants. Les gens se posent même des questions sur l'éventualité d'une main étrangère qui serait en train de vouloir récupérer un Gabon qui est en train d'être perdu, etc. Mais toutes ces hypothèses-là, ce sont les actes qui vont être posés, qui vont permettre de les confirmer ou de les infirmer. Mamadou Diouf, même si les différents cas ne se ressemblent pas, ce coup d'État au Gabon est le 8e en 3 ans sur le continent africain. Vous y voyez, d'une façon générale, une raison commune quelque part. Et est-ce qu'on peut encore éviter un autre coup d'État dans un autre pays? Dans l'état actuel, on ne peut pas l'éviter. Puisque quand on regarde, je ne justifie pas les coups d'État. Moi, je suis contre les coups d'État, je le dis toujours clairement, quels qu'ils soient. Mais si on regarde les raisons qu'eux, ils donnent pour faire un coup d'État. Si on parle du Gabon, puisque c'est le dernier, ils parlent de détournement massif. Mais si dans tous les pays où il y a détournement massif, on doit faire des coups d'État, les coups d'État ont de beaux jours devant eux parce qu'il y en aura encore beaucoup. Il parlait également de problèmes de cohésion sociale, en considérant qu'on allait plutôt vers le chaos. Mais si on regarde sous cet angle également, mais il y aura encore des coups d'État dans bien des pays. Sur la question de l'élection, parce qu'eux, ils insistent également sur la question de l'élection en disant qu'ils ne devaient pas avoir un troisième mandat, ils n'ont pas bien organisé les élections, les règles n'ont pas été respectées. Si on le prend sous cet angle également, il y aura encore beaucoup de coups d'État en Afrique. C'est pourquoi, et il faut le dire de façon extrêmement claire, tout en dénonçant les coups d'État, il faut dénoncer tous les coups d'État, qu'ils soient constitutionnels, que ce soit des coups d'État électoraux, que ce soit des manigances que les gens font, il faut dénoncer le tout. Et maintenant, si on veut s'éloigner des coups d'État, si on veut que quand quelqu'un fait un coup d'État, c'est la population qui sort pour dire aux militaires « on ne veut pas de vous », il faut que ceux qui sont au pouvoir n'oublient pas que ce sont les populations qui les ont déposés là-bas et que le vrai pouvoir, c'est le peuple qui l'a. Et il y a une méthode dans chaque pays. Parce que ça aussi, il faut qu'on respecte les règles. Dans chaque pays, on s'entend, on écrit une constitution, on dit voilà comment on accède au pouvoir, etc., qu'on respecte ces règles-là. À partir de ce moment, quand quelqu'un vient faire un coup d'État, on va lui poser la question, pourquoi tu fais ton coup d'État? Et il aura du mal à répondre. La Guinée, le Tchad, le Burkina Faso, le Mali, le Niger et maintenant le Gabon. Des militaires ont fait encore retour au pouvoir. Mais la question que se posent des citoyens lambda sur le continent, est-ce que l'armée a sa place en politique? Dans le principe, l'armée n'a pas à jouer un rôle politique. Puisque l'armée doit être une armée républicaine, une armée nation, puisque chaque pays a sa façon d'appeler son armée pour montrer que l'armée est là pour tout le monde. L'armée n'a pas à prendre parti en tant qu'institution. L'armée fait partie des institutions très fortes qui doivent être vraiment des institutions véritablement neutres qui sont là pour l'intérêt des populations. Et quand on dit population, c'est vraiment les populations de façon générale, pas une catégorie de la population contre une autre catégorie de la population. Et au Gabon, par exemple, la population, la partie interviewée, certains estiment que dans ce cas précis, l'armée a pris ses responsabilités. Qu'est-ce qu'ils entendent par là? C'est ce que je dis. Les gens parlent de responsabilités pour des raisons de circonstances. La dernière élection présidentielle, quand l'armée est venue casser le quartier général de Jiangping, qui a dit que l'armée a pris ses responsabilités? Personne ne l'a dit. C'est qu'il faut qu'on fasse attention. Ça, c'est de la circonstance. C'est que les gens ont voulu se débarrasser d'un système. L'armée est venue. Ils croient que l'armée les a débarrassés d'un système. Ils disent que l'armée a pris ses responsabilités. Mais est-ce que c'est ça les responsabilités d'une armée? Personnellement, je n'y crois pas. La responsabilité d'une armée, ce n'est pas de faire des coups d'État, ce n'est pas de prendre le pouvoir. C'est pendant qu'on organisait les élections. Puisque pourquoi attendre le scrutin? Mais l'armée aurait pu dire déjà au président, attendez, il faut que les règles dont je parlais tout à l'heure, que la constitution du pays soit respectée, que le code électoral soit respecté, que ceux qui sont candidats soient en mesure, comme tous les autres, de faire campagne comme il se doit, etc. On n'en serait pas arrivé à un coup d'État en ce moment. Dans les rues du pays, on a pu voir, en tout cas, on croit les images de la population apporter son soutien à l'armée. Mais cette euphorie va-t-elle durer longtemps? Ça dépendra de plusieurs facteurs.
l'euphorie dans un premier temps est normale parce qu'il y a une sorte d'exaspération, il y a une sorte de ras-le-bol au niveau des populations. Et comme on le dit, quand tu es en train de te noyer, même si on te tend une épée, tu vas attraper. Bien que ça va te couper les mains. Est-ce qu'on leur a tendu une épée? Est-ce qu'on leur a tendu une bouée de sauvetage? Pour le moment, on ne peut pas savoir véritablement parce que c'est après qu'on va savoir véritablement de quoi il s'agit. Mais on comprend parfaitement cette réaction des populations quand on a été sous le même régime pendant une cinquantaine d'années. Quand on s'en débarrasse, on comprend cette réaction. Maintenant, que le peuple gabonais ne se laisse pas berner, c'est ça la vérité. Qu'ils n'acceptent pas qu'on vienne leur faire une propagande avec des slogans qui ne vont pas résoudre les problèmes des Gabonais, puisque les Gabonais connaissent leurs problèmes. Oui. Mais il n'a qu'à se mettre à résoudre les problèmes des Gabonais en ce moment. Effectivement, les Gabonais diront, mais nous avions eu raison de soutenir celui-là, ou bien nous n'avons pas eu raison de le soutenir parce qu'il a ramené le système, tout simplement. Merci, Mamadou Diouf, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis. On marque une pause pour nous retrouver sur le plateau de l'invité.